En ce moment, je vois des clous absolument partout. Des petits, des moyens, des gros, et un énorme, c'est tout ce qu'on met faussement derrière le terme pédagogie. Exemple tiré de la vie réelle. Vous êtes employé d'un supermarché et vous devez apprendre à quelqu'un à remplir le rayon frais. Instant pédagogie, pour remplir le frais, on met au fond ce dont la date de péremption est la plus lointaine et devant ce dont la date de péremption est la plus proche. Ce collègue est incapable de le faire. Vous l'expliquez 15 fois pendant 15 jours, il n'arrive toujours pas à le faire. Et en fait, c'est normal, parce qu'à ce moment-là, votre pédagogie, c'est un tournevis, et lui, son problème, c'est un clou. Moi, j'ai un marteau, je vous explique comment il marche, c'est parti. Mon marteau, c'est la pyramide de Diels. Et puisqu'on parle pyramide, on peut parler aussi de la plus connue d'entre elles, la hiérarchie de Maslow. Cette hiérarchie, elle place en bas les besoins de base des êtres humains, manger, avoir un toit, être en sécurité, et au-dessus, les besoins plus évolués, besoins d'appartenance, d'estime ou d'accomplissement. La lecture de base de cette pyramide, c'est de dire que ça ne sert à rien de parler des besoins plus évolués tant que les besoins de base ne sont pas satisfaits. Concrètement, ça ne sert à rien que je vous parle du besoin d'appartenance et de reconnaissance que vous allez satisfaire en rejoignant ma start-up d'impression 3D sur PQ, si pendant ce temps-là, vous n'avez pas à manger. Maintenant, Maslow, on ne va pas non plus en parler 3000 ans, déjà parce que je suis à peu près sûr que vous connaissez déjà cette pyramide, et en plus parce qu'elle n'a rien à voir avec la pyramide de Diels, à part la forme. La pyramide de Diels, c'est un outil de résolution de problèmes de management et de changement, typiquement mon histoire de supermarché que j'arrive pas à remplir, qui est utile pour soi et pour les autres, pour les individus comme les collectifs. C'est quand même un sacré marteau multifonction. Cette pyramide se coupe en 6 niveaux et le premier d'entre eux, le plus bas, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui vous entoure. C'est évidemment votre chez vous, mais aussi votre lieu de travail, le trajet pour y aller, vos collègues, votre famille, vos amis, votre boss, et ainsi de suite. Juste au-dessus, on trouve l'étage des comportements, ce que vous faites, comment vous vous comportez en pratique. Encore un cran au-dessus, l'étage des compétences, ce que vous savez. Et c'est là qu'on croit être dans mon histoire de supermarché et de rayon frais. Évidemment, c'est probablement pas là qu'on est, sinon le problème serait facile à résoudre. Juste au-dessus, l'étage des croyances et des valeurs. Ça peut être des choses comme « je crois que pour bien réussir ses vacances, il faut un budget bien ficelé ». Ou encore, en termes de valeurs, c'est extrêmement important d'être à l'heure à un rendez-vous. Mais on peut trouver des choses comme « je crois que la Terre est plate », « je pense que les millennials c'est tous des feignants », « je pense que la génération X c'est tous des idiots », ou alors « il est impossible de parler avec un patron ou avec un syndicaliste ». Ces croyances et ces valeurs, elles peuvent être explicites, dites, connues, mais elles peuvent être aussi tacites, implicites, inconscientes. L'étage d'après, c'est l'étage identité. Des choses comme « je suis bon »,« je suis bordélique »,« je suis le boss »,« je suis un sauveur ». Et vous vous en doutez, ce qui se passe à cet étage va venir fortement impacter le reste en dessous de la pyramide. Dernier étage, c'est l'étage du sens. Dans son acceptation la plus large, c'est le sens qu'on donne à la vie, mais on peut aussi l'utiliser au sens qu'on donne à notre action dans un collectif. Par exemple, au sens de votre action dans votre entreprise, dans votre famille, dans un groupe d'amis. Ça, c'était la description du marteau. Maintenant qu'on l'a en main, on va pouvoir taper avec. Et taper avec ce marteau, ça veut dire taper au bon étage. Je reprends mon exemple de supermarché. On sait que c'est pas un problème de compétence, puisqu'un enfant de 8 ans y arriverait. Le problème est donc ailleurs. Et dans la vie réelle, parce que c'est un exemple réel, ce gars se définissait comme un bonhomme. Mon identité, c'est je suis un bonhomme. Et la croyance qui va avec, c'est je ne prends pas mes ordres d'une femme. La personne qui m'a raconté cette histoire était une femme, et ce gars-là refusait de prendre ses ordres d'une femme. Comme il refuse de prendre ses ordres de cette personne-là, il ne peut pas mettre en œuvre les compétences qu'elle lui apprend. Et on peut l'étendre à d'autres sujets. Mettons que vous ayez un problème d'équilibre vie pro, vie perso. A priori de loin, ça ressemble à un problème de comportement. C'est quelque chose que vous ne faites pas. Vous n'équilibrez pas votre vie perso et votre vie pro. Si vous n'arrivez pas à le résoudre rapidement, vous pouvez regarder ce qui se passe aux autres étages. Par exemple, un cran en dessous, sur l'étage environnement, peut-être tout simplement que vous avez un environnement tellement stressant, tellement prenant, vous êtes pompier d'astreinte, qu'il est impossible pour vous d'équilibrer votre vie pro et votre vie perso. Mais peut-être que ça se joue à l'étage du dessus, peut-être que c'est un problème de compétence, peut-être qu'on ne vous a jamais appris qu'à partir de 22 h, il était légitime et normal de fermer son PC et de passer à autre chose.
Ou peut-être que c'est un problème de croyance. Peut-être que vous êtes convaincu que si vous ne faites pas correctement votre travail, vous ne serez pas promu, ou vous ne serez pas aimé, ou vous ne contribuerez pas assez à la société. Ça peut être aussi un problème d'identité. Peut-être que vous vous définissez, et socialement vous êtes défini par vos proches, comme quelqu'un de bosseur, comme un bourreau de travail. Et donc si d'un coup vous décidez de lever le pied, vous perdez une partie de votre identité, et ça c'est souvent extrêmement dur à jouer. Enfin, ça peut être un problème de sens. Vous êtes peut-être chirurgien, votre but dans la vie, c'est de sauver un maximum de vies, et si vous levez le pied, ne serait-ce qu'une seconde, c'est peut-être quelqu'un qui meurt. Et on peut aller encore plus loin. On peut utiliser la pyramide de Diels sur des collectifs. À une époque pas si lointaine, je m'occupais de transformation d'entreprise, c'est-à-dire que j'essayais, bon an mal an, de les rendre plus performantes. Dans une de ces transformations, je travaillais avec la direction ERP. L'ERP, c'est le gros logiciel central qui s'occupe d'à peu près tout dans l'entreprise, depuis la paye jusqu'à la gestion des stocks. Cette équipe, impossible de la faire bouger. Et avec la pyramide, j'y aurais peut-être vu un peu plus clair. À l'époque, je leur parlais, aux gens de cette équipe, compétences et comportement. C'est-à-dire que j'essayais, niveau compétences, de leur donner les clés de la nouvelle organisation et des nouveaux modes de fonctionnement, et comportement, j'essayais de les pousser à adopter ces comportements. J'aurais pu et j'aurais dû me rendre compte que le problème n'était pas à ce niveau-là. Bien sûr qu'ils étaient assez malins pour comprendre les comportements et les compétences qui étaient nécessaires dans la nouvelle organisation. Par contre, je pense qu'ils avaient des croyances et une identité qui les bloquaient. Ils avaient une identité du type « nous sommes le centre de la boîte, nous sommes des pompiers, nous sommes des sauveurs, c'est grâce à nous que ça tourne, on est indispensable ». Et la principale croyance qui en découlait était du type « ce n'est pas à nous de vous adapter à vous, mais à vous de vous adapter à nous ». Et si vous ne le faites pas, de toute façon, on continuera notre chemin tout seul puisqu'on est suffisamment important. Un élément que j'ai négligé à l'époque, c'est le sens. Cette équipe, aussi compliquée et difficile à gérer soit-elle au quotidien, avait réellement envie de faire réussir l'entreprise. Le succès d'entreprise était quelque chose d'important pour eux. Par conséquent, j'aurais pu les ramener au sens, on aurait pu se mettre d'accord sur un sens commun, le succès d'entreprise, et à partir de là, s'ils le souhaitaient, travailler les éléments d'identité et de croyance nécessaires pour les adapter, et enfin, et après seulement, travailler sur les compétences et comportements nécessaires à la réussite du sens pour lequel ils travaillaient. On en a terminé avec l'utilisation de base de la pyramide de Diels, mais on va aller encore plus loin. Pour ça, on a besoin de transformer la pyramide en colonne vertébrale. Je vais le faire pour vous. On élargit un peu les différents étages, on les relie avec des points, et bim, maintenant on a une colonne vertébrale. Cette colonne, elle peut être bien droite, ou elle peut être un peu ou beaucoup déformée. Cette colonne, quand elle est déformée, on peut en souffrir plus ou moins, individuellement ou collectivement. Et pour ça, on va reprendre un exemple, celui du Covid. On est avant le Covid, en individuel ou en collectif, et notre colonne est bien droite. Admettons-le pour l'exercice. Maintenant, le Covid arrive. Au moment où il arrive, bam, la partie environnement shift complètement. On passe en confinement, l'environnement, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes, est complètement transformé. Vous n'êtes plus au bureau, vous êtes chez vous. Si jamais vous êtes au travail, vous êtes dans des conditions différentes. Bref, l'environnement s'est transformé. Maintenant, regardons-le du point de vue des managers. L'environnement a complètement shifté. Très rapidement, la partie comportement s'adapte. Concrètement, en pratique, les gens se sont adaptés au Covid. On s'est mis par exemple à faire des réunions en ligne et ça marchait très bien. La partie compétences, elle aussi a shifté. Les gens ont appris en 2 temps 3 mouvements à se servir de tous les outils qui étaient nécessaires pour fonctionner dans les nouvelles conditions qui étaient les leurs. Maintenant, assez rapidement, on a eu des plaintes. À la fois des managers, de certains managers qui se plaignaient de ne plus voir leurs équipes, et de la part de managers qui se plaignaient de leurs managers parce que ceux-ci n'avaient qu'une envie, c'est qu'ils reviennent au bureau alors que c'était potentiellement dangereux et surtout inutile. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent difficiles. Parce que si le sens que je me suis donné dans l'entreprise, c'est de m'assurer que les employés font bien leur travail, que l'identité que j'y ai associée, c'est une identité de policier, et que les croyances qui vont avec, c'est si je ne les vois pas travailler, c'est qu'ils ne font rien, eh bien je vais rester pendant assez longtemps avec une énorme scoliose au travail qui va finir par faire souffrir employés comme managers. La logique de résolution, à ce moment-là, est la même que sur la pyramide de Diels. On va essayer de remonter les étages jusqu'à trouver un point commun. Le point commun ici, ça pourrait être le succès d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui a du sens. Ça peut amener à une redéfinition de l'identité du manager, et donc de ses croyances, et donc des compétences, comportements et environnements qu'il estime acceptables pour faire le travail.
En fin de compte, utiliser la colonne vertébrale ou la pyramide de Diels, c'est un peu choisir de devenir un ostéopathe fin qui, plutôt que de masser l'ensemble du corps de son patient et de taper n'importe où avec son gros marteau, va choisir d'exécuter une action ponctuelle et précise à l'endroit où il en a besoin. Maintenant, ces outils, pyramide de Diels, colonne vertébrale, ont des limites. Déjà parce que ce sont des marteaux, ce ne sont pas des baguettes magiques, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Ensuite, parce que la pyramide de Diels a été inventée par Diels. Et Diels, c'est un des champions de la PNL, la programmation neurolinguistique. La PNL, c'est une pseudo-science, il y a plein d'éléments dangereux dedans, et si on peut en tirer des outils utiles, on fait attention avec. En particulier, on évite les raccourcis du type « mon employé a du mal à classer correctement les produits frais dans le supermarché ». C'est forcément que le sens de sa vie, c'est d'en faire le moins possible. La dernière limite, qui est aussi un avantage de la pyramide de Diels, comme de la colonne vertébrale, comme de plein d'outils de management, c'est qu'ils ne prennent absolument pas en compte les notions de pouvoir. En fait, ces outils, bien souvent, sont conçus pour un monde de bisounours, où il suffit de remonter au sens pour arriver à aligner tout le monde dans une direction. Et ne vous y trompez pas, c'est un vrai avantage, parce qu'en sortant la logique de pouvoir de l'équation, on peut travailler réellement sur le sens et se mettre d'accord. Par contre, il y a plein de cas où les notions de pouvoir sont suffisamment présentes pour que ça vienne parasiter le travail et le raisonnement, et dans ce cas-là, ces outils sont limités. Du coup, ma pyramide de Diels, ma colonne vertébrale, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'on a un marteau en main maintenant, et donc il va falloir être subtil. Parce que la personne peu subtile, qu'est-ce qu'elle ferait la personne peu subtile? Elle a son marteau, elle voit des problèmes, elle tape dessus. Alors que nous, subtilement, on va voir des problèmes, prendre notre marteau et taper dessus. Parce qu'en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous avez de la chance et votre problème est un clou, c'est-à-dire un problème où les problématiques de pouvoir sont absentes ou peu présentes. Vous tapez un bon coup, au bon étage, mais vous tapez un bon coup, le problème est résolu. Et ça résout l'immense majorité des problèmes du quotidien. Reste à résoudre tous les problèmes qui ne se sont pas enfoncés au premier coup de marteau. Mais vous avez gagné quelque chose en le faisant, ce coup de marteau. Vous savez maintenant que vous n'avez pas affaire à un clou, mais plus probablement à une vis, c'est-à-dire à un problème où la notion de pouvoir est importante. Et aujourd'hui, je pense que l'immense majorité de nos problèmes sont des problèmes de management, c'est-à-dire de capacité à s'organiser, à décider, à communiquer et à gérer le pouvoir. Toute une partie de ces problèmes, on l'a vu, peuvent être résolus à grands coups de marteau. Mais pas tous, pas ceux où la relation de pouvoir est importante. Par contre, plus on sera nombreux à être bons en management, meilleur on sera à exposer les vices pour ce qu'elles sont, une question de pouvoir. Moins nombreux seront les gens à se faire avoir et à croire que la question des retraites, par exemple, mais ça pourrait être autre chose, est une question de pédagogie. C'est pas une question de pédagogie, c'est une question de projet de société, c'est une question de pouvoir. Et plus on sera nombreux à comprendre les problèmes pour ce qu'ils sont, plus on aura de chances de les résoudre correctement et donc de construire une société plus cool. Ciao!